Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Je travaille en tant qu'expert immobilier. Il y a quelques années, un ami agent immobilier m'a contacté pour le compte de son client. Son client était un libraire qui avait une librairie spécialisée au 7e étage d'un immeuble de la ville. Il s'agissait d'une petite entreprise unipersonnelle. Un homme sympathique. Malheureusement, il avait décidé de renouveler son bail pour 5 ans et l'avait signé sans demander conseil. Le nouveau propriétaire de l'immeuble a appliqué la clause de révision du loyer du marché et a augmenté son loyer d'environ 50%. Il lui dit « Votre nouveau loyer pour les 5 prochaines années est de X ». Le gentil monsieur est désemparé, il peut pas se le permettre. Il demande donc gentiment de résilier le bail et de déménager ailleurs. L'ami agent immobilier lui a trouvé un local moins cher, mais le propriétaire de l'immeuble refuse. Le propriétaire de l'immeuble dit qu'il le poursuivra en justice s'il rompt le bail. L'agent me demande donc d'examiner le dossier. J'examine le dossier. Le gentil monsieur est foutu. Le bail est béton et ils ont le droit d'augmenter le loyer. Je pense que notre seul espoir est de faire appel à la clémence de l'avocat du propriétaire de l'immeuble. Je l'appelle donc et lui demande de libérer mon client sans pénalité. Monsieur l'avocat me répond « Bon courage, vous devez vous conformer à la loi, essayez de lire le bail. » Un vrai cratère puant arrogant. C'est le début d'une obéissance malicieuse de la loi. D'accord, je le ferai. Je lis le bail et constate que toutes les références à la loi sur les baux commerciaux ont été respectées. Normal. Cependant, la loi ne s'applique aux baux commerciaux que s'ils se situent au-dessous du 3e étage d'un bâtiment. Le gentil monsieur se trouve au 7e. La loi A ne devrait pas s'appliquer. Mais attendez, je vais vérifier. J'appelle la commission des petites entreprises qui administre la loi. Elle m'informe que si vous vendez un bien comme des livres, peu importe l'étage où vous vous trouvez, la loi B s'applique. Vous pouvez même être sur le toit si vous le souhaitez. La loi A, celle par rapport au 3e étage, ne s'applique que si vous vendez un service. Cela signifie que le propriétaire de l'immeuble a enfreint la loi et ne l'a pas respectée. Il doit fournir certaines informations avant de signer un bail et respecter le calendrier. Une infraction n'est pas une mince affaire. J'obtiens un jugement de la commission. Je demande une médiation avec monsieur l'avocat. Sont présents monsieur l'avocat, le propriétaire de l'immeuble et son agent, le gentil gars et moi. Je plaide à nouveau pour une rupture de bail sans pénalité. Ils en ont rien à faire et ils menacent de me poursuivre en justice. Je fais doucement glisser la décision sur la table à monsieur l'avocat. Ok, comme vous l'avez suggéré, j'ai lu le bail. Nous disposons d'un jugement qui prouve que la loi B s'applique au bail. Vos clients n'ont pas respecté la loi et ont commis une infraction légale. Leur avocat lit la décision. Ok, nous vous accordons une rupture sans pénalité. Oh, nous n'en avons pas besoin. Nous exerçons notre droit en vertu de la loi de résilier le bail sans pénalité et de demander des dommages et intérêts pour le manquement du propriétaire à ses obligations statutaires, et nous signalerons ce manquement à la commission. Pas besoin de tout cela, déchirons simplement le bail. Désolé, ça ne serait ne pas respecter la loi, n'est-ce pas? J'aime bien ces histoires où à chaque fois le méchant est en mode « Vous n'avez qu'à lire le document ». Et quand on suit leurs conseils, bah ils ont tort. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Je travaille en tant qu'assistante administrative dans un grand magasin d'articles de sport. Une partie de mon travail consiste à suivre les présences et à uploader régulièrement un rapport à l'entreprise. La directrice de mon magasin a été embauchée récemment, au cours des 2 dernières années, par notre directeur de district avec lequel elle est amie depuis des années. Ils ont réussi à évincer l'ancien directeur de magasin qui faisait tourner le magasin comme une horloge. Depuis lors, il est devenu évident qu'elle n'a aucune idée de la manière de gérer le magasin, et nous en avons tous souffert. Elle foire constamment les emplois du temps, malmène les employés qu'elle n'aime pas et a embauché des amis incompétents à des postes de direction. Nous la détestons tous et pensons qu'elle devrait être licenciée. Mais il semble que tout ce qu'elle fait dans le magasin nous donne une mauvaise image à nous et lui donne une bonne image à elle. Jusqu'à récemment.
Comme je l'ai dit plus haut, une partie de mon travail consiste à suivre les présences. Pourtant, depuis des années, il est de notoriété publique que les personnes qui occupent mon poste sont censées ne pas uploader les relevés de présence vers l'entreprise, car la politique de l'entreprise en matière de présence est extrêmement stricte, et de nombreux employés ne respectent pas les horaires pour des raisons indépendantes de leur volonté. Par exemple, les employés qui arrivent avant l'ouverture pour traiter notre fret pointent souvent en retard parce que les directeurs de service prennent tout leur temps pour leur ouvrir les portes d'entrée. Ce n'est pas leur faute s'ils arrivent en retard. Il est arrivé que certains employés restent dehors pendant plus de 30 minutes après avoir sonné à notre porte, parce que la seule personne qui pouvait ouvrir les portes était occupée ou n'avait pas entendu la sonnette, qui n'est pas forte. Quoi qu'il en soit, si je devais uploader le registre des présences vers l'entreprise, beaucoup de ces employés seraient probablement licenciés sur le champ par notre directeur régional. Par mail, car ces choses sont automatisées et obligatoires. Par ailleurs, la directrice du magasin est l'une de ceux qui aiment prendre 10 ou 15 minutes pour ouvrir la porte aux employés du matin. Nous la détestons tous pour cela, car en hiver, nous devons attendre ces 10 ou 15 minutes devant la porte, dans le froid glacial, et elle fait comme si ce n'était pas grave. Quoi qu'il en soit, son ami directeur de district a récemment déménagé dans un autre district, et nous avons donc un nouveau directeur de district qui cherche à monter en grade au sein de l'entreprise. Pour ce faire, elle doit faire en sorte que tous nos indicateurs soient excellents, y compris l'assiduité. Elle a envoyé un mail au directeur de notre magasin pour lui demander un relevé des présences. Je lui ai dit que cela pourrait entraîner le licenciement de nombreux employés. Mais au lieu de se rendre compte des implications, elle m'a demandé d'exécuter le rapport quand même. J'ai essayé de lui dire que cela pourrait entraîner le licenciement de la plupart des employés qui avaient une disponibilité pour l'ouverture, qui sont très précieux et rares, et elle m'a complètement envoyé balader. Elle est allée jusqu'à dire que je n'avais pas les idées claires. Je lui ai dit qu'elle pouvait ajuster les présences de son côté, comme le directeur de district le souhaitait très clairement. C'est une procédure courante en raison du faible taux d'assiduité. Elle m'a répondu qu'elle était la directrice du magasin, qu'elle se débrouillerait et que je devais simplement faire mon travail comme on me l'avait demandé. J'ai donc exécuté le rapport et j'ai immédiatement reçu un mail furieux du nouveau directeur de district, qui m'a dit que j'aurais dû faire exécuter le rapport par mon directeur de magasin pour ajuster les dossiers avant de l'uploader vers l'entreprise. Le lendemain, l'entreprise a envoyé un mail automatique contenant les noms de tous les employés à licencier, mail auquel notre responsable ne peut ni répondre ni contester. Elle a dû licencier tous les employés mentionnés dans l'email, et il s'est avéré que tous les employés disponibles pour l'ouverture ont été licenciés. 15 personnes. Et tous les autres employés du magasin sont des étudiants qui ne peuvent pas travailler avant 10h du matin, ce qui fait qu'il n'y a personne pour s'occuper de notre fret, ce qui est un travail énorme. Hier, un ami de l'entreprise m'a envoyé un mail m'informant que le directeur régional s'apprêtait à remplacer le directeur de notre magasin pour cause d'incompétence. Aucun d'entre nous n'est surpris. Est-ce que vous aussi vous vous demandez comment cette entreprise tient toujours debout ? Non, parce qu'une entreprise qui repose sur le népotisme, donc le recrutement de personnes pas forcément qualifiées, qui fonctionne avec un système où les supérieurs doivent demander à leurs subordonnés de mentir sur le rapport de présence parce que sinon, l'entreprise coule parce que tu vires les employés. Comment c'est possible ? L'histoire suivante est postée par Pokémon Lover 34. Cette histoire s'est passée lundi, et j'ai entendu cette partie par ma mère. Un célèbre food truck de notre ville, qui fait partie d'une chaîne de restaurants, s'est installé à côté d'une pharmacie pour vendre de la nourriture pour la journée. Un fast-food, situé en face de la pharmacie, n'était pas satisfait de cet arrangement et a donc appelé les services de contrôle. Le dit service ne pouvait pas les autoriser à vendre de la nourriture et le camion a donc dû cesser toute vente. Cependant, le camion ne pouvait pas ramener toute la nourriture au restaurant, ce qui posait un dilemme. Il se trouve que ce jour-là, des étudiants de l'université étaient à la pharmacie pour distribuer des chemises et vérifier gratuitement la tension artérielle et la glycémie des clients. Le food truck a eu l'idée de distribuer gratuitement toute sa nourriture à tout le monde, jusqu'à épuisement de son stock. Car distribuer de la nourriture, ce n'est pas la vendre. La nouvelle s'est répandue, et la plupart des gens sont venus au food truck,
alors que le parking du fast-food était pratiquement vide. J'ai pris 3 assiettes à partager avec ma sœur. L'histoire suivante est postée par Araïven. Je travaille dans un magasin de sauces piquantes dans un centre commercial très fréquenté. Nous sommes une entreprise locale très appréciée et avons de nombreux clients fidèles. Mais à cet endroit particulier, nous recevons également beaucoup de touristes qui sont curieux de connaître nos produits de défi ou les produits Hot Ones. Nous avons une grande variété d'échantillons disponibles tous les jours. Nous avons littéralement une centaine de sauces piquantes, plus de 50 sauces barbecue wing sur la table et nous pouvons sortir plus de 50 bouteilles du réfrigérateur. De temps en temps, des gens viennent au magasin et demandent à essayer la sauce la plus piquante. Ils adorent les piments jalapeños dans leur burrito et ont déjà mangé des habaneros. Mais ils sont prêts à monter sur le ring, à avaler de la sauce et à gagner l'admiration de quelques amis et passants au prix de maux d'estomac. Nous essayons généralement de les guider vers la 10e sauce la plus forte du magasin, de leur cramer les papilles avec, puis de passer à quelque chose de doux ou de moyen, adapté à leur goût. Aujourd'hui, alors que je vendais des articles à des gens qui les payaient, un garçon d'une dizaine d'années est entré dans le magasin. Je me méfie toujours lorsque les enfants entrent seuls dans le magasin parce qu'il est rempli de bouteilles en verre. D'habitude, il se précipite vers les rayons pour prendre quelque chose, mais cet enfant a foncé droit sur moi comme une balle. Alors que je rends la monnaie au couple qui achète de la sauce, il m'appelle « Excuse-moi » dans un ton horriblement plaintif. J'ignore l'interruption grossière et poursuis ma conversation avec mes clients. Il le répète une douzaine de fois d'affilée pendant que je remercie ces personnes et que je les fais sortir du magasin. Je vais vous épargner le fait que je répète ça 12 fois d'affilée. Enfin, je me tourne vers lui. Que puis-je faire pour vous? Où sont les parents de ce gamin? Bonjour, je peux essayer la sauce la plus piquante du magasin? Pas encore cette bêtise, j'ai pas l'intention de m'occuper de ça, pas avec un gamin de 10 ans. Je lui explique que la sauce la plus piquante sur la table est Hellboy Right Hand of Doom. Elle contient un extrait de 6,66 millions de Scoville. Et honnêtement, si vous n'avez pas l'expérience de ce genre de choses, plus qu'un tout petit peu peut vraiment gâcher une bonne partie de votre journée. Croyez-moi sur parole. Je lui explique qu'il doit avoir 19 ans pour essayer et signer une décharge, ce qui est un bobard, mais je pars dans 30 minutes, alors j'enquiquine ce gamin. Et le guide plutôt vers un habaneros fermenté savoureux, qu'il fait tousser, avant de m'expliquer qu'il peut supporter la Right Hand of Doom parce que son père mange des piments forts avec lui tout le temps. Je dis « D'accord ». Il s'en va, Dieu merci. 15 minutes plus tard, je suis interrompu par un autre client. Cette fois, il s'agit d'une femme énorme, vêtue d'un chemisier bleu, qui s'est installée à côté de ma table d'échantillons comme une myrtille géante, bloquant ainsi 20% de mon espace au sol. « Excuse-moi » Les chiens ne font pas des chats. Les clients avec lesquels je suis sont polis et m'excusent pour lui parler. « Vous n'avez pas laissé mon fils goûter la sauce ?» Je lui explique qu'elle contient de l'extrait plusieurs centaines de fois plus piquant que tout ce qu'il a jamais mangé, qu'elle peut lui causer un grave malaise et que je ne le laisserai pas l'essayer dans mon magasin. Je lui explique qu'elle est libre d'acheter la sauce et de la lui faire essayer chez elle, si elle le souhaite. Elle m'explique qu'elle a épousé un Mexicain et que je ne croirais pas à ce qu'ils ont mangé à New Mexico City, où il a grandi. Lorsque je lui ai demandé ce qu'ils avaient mangé là-bas, elle m'a répondu « Des choses plus piquantes que tout ce que vous avez dans le magasin !» C'est alors que sa fille interrompt notre conversation. Sans déconner, elle dit « Excuse-moi » Quoi? Je commence à m'énerver. J'ai été agacé dès que j'ai vu le gamin. Et voilà qu'il revient 20 minutes plus tard avec 3 comme lui. « Pourquoi tu vends Valentina? C'est même pas une sauce piquante !» Bon sang, tu ne viens pas du Mexique? C'est écrit salsa picante sur la foutue bouteille. Il est 17h50, je finis à 18h, j'en ai assez. Vous n'avez qu'à essayer la sauce, et si elle est aussi douce que vous le pensez, je la lui ferai goûter. Elle a accepté et a pris un bâton d'échantillonnage. J'ai attrapé la Right Hand of Doom et j'ai dévissé le bouchon. Son arôme nucléaire me rappelle des maux d'estomac. Alors qu'elle s'apprête à tremper le bâtonnet dans la sauce, je l'avertis de n'en prendre qu'une petite quantité. Elle me sourit et plonge le bâton à fond dans la sauce. C'était ma carte piège, grognasse.
Elle l'enfonce dans sa bouche. Immédiatement, elle a l'air mal à l'aise avant de se jeter dans une agonie pure et simple. Elle tousse, balance la tête d'avant en arrière, essaie désespérément de parler, mais ne parvient pas à articuler le moindre mot. Elle a laissé tomber son bâton d'échantillonnage dans le chaos. Après quelques bonnes minutes de toux et de déglutition, elle parvient à prononcer un seul mot. « De l'eau !» Je lui explique que l'eau ne lui sera d'aucun secours. La relève passe la porte juste à temps pour assister à la fin de la scène. Elle me dit que la seule raison pour laquelle elle tousse, c'est que c'est passé par le mauvais tuyau. Elle vomit immédiatement dans notre poubelle. Elle s'excuse d'avoir craché, comme si elle ne venait pas de lancer un demi-litre de sécrétion dans ma poubelle. Puis s'en va sans rien dire d'autre. J'ai jeté la poubelle en souriant et je suis parti. C'est au moment où elle partait où fallait la provoquer. Bah, madame, du coup, vous prenez pas la sauce? Trop piquant pour vous? L'histoire suivante est postée par Kingler Kingpin. Alors, pour le contexte, je travaille comme opérateur de machine dans une usine. Je suis responsable de 2 lignes de production, avec le travail assez simple de maintenir les machines en marche et le contrôle de qualité de base. J'occupe mon poste actuel depuis 3 ans. Et franchement, la plupart du temps, je passe plus de temps avec ces machines qu'avec ma femme. Je sais quand quelque chose ne va pas. Notre service d'ingénierie n'est pas toujours d'accord. Il y a 2 jours, l'une de mes 2 machines a commencé à émettre un cliquetis. Je l'examine rapidement, il me semble que 2 pièces métalliques claquent l'une contre l'autre. Probablement un boulon mal serré. J'attrape une radio et j'appelle un ingénieur. Oh, super, c'est un des plus récents, tout juste sorti de l'école. Il l'écoute fonctionner pendant quelques minutes. Elle fonctionne bien, pourquoi tu m'as appelé ici? T'entends pas ce bruit? Ça va, c'est toujours comme ça. Il prend note dans son journal et s'en va. La machine est toujours opérationnelle et mon service se termine dans 20 minutes. Le lendemain, je prends mon poste et la machine fait toujours le même bruit. J'interroge l'opérateur de l'équipe précédente. Il répète une histoire similaire avec le même ingénieur. Après 3 heures de travail, le bruit est passé d'occasionnel à presque constant. Je demande à un ingénieur de venir vérifier à nouveau. Notre ingénieur le plus récent arrive. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Vous n'entendez vraiment rien? Vous pouvez juste faire une vérification rapide. Il faut que t'arrêtes de nous appeler pour ça. Regarde, ça fonctionne bien. Il prend une autre note dans son carnet et s'en va. 4 heures plus tard, le cliquetis s'est amplifié et la machine commence à trembler à chaque impact. Inquiet, j'appelle à nouveau un ingénieur. Cette fois, il ne prend même pas la peine d'inspecter la machine. « Flûte, Topi, je te l'ai dit, c'est bon, ne nous rappelle pas ici tant qu'il n'y a pas de casse !» S'ensuit l'obéissance malicieuse. Je fais tourner la machine telle quelle pendant le reste de mon service. Le bruit et les mouvements de la machine ne cessent de s'amplifier. Je la vérifie toutes les 2 heures. Elle n'a pas encore cassé. J'informe l'équipe de relève de ce qui se passe et je rentre chez moi. J'arrive aujourd'hui. Le bruit est presque assourdissant et toute la ligne de production tremble sous la force des impacts. L'équipe précédente m'informe que le service d'ingénierie n'a toujours pas examiné le problème. J'arrête la machine, y jette un coup d'œil rapide. Elle est toujours pas cassée. Je la fais fonctionner telle quelle. Après 10 heures de travail, nous sommes soudain bombardés par une symphonie de bruit et de cris métalliques. La moitié de la machine est maintenant sur le sol, tandis que l'autre moitié oscille sauvagement en essayant de continuer. J'appuie sur l'arrêt d'urgence et je passe l'appel. Il commence à se plaindre avant même d'arriver sur mes lignes. « Écoute, bon sang, je te l'ai dit! Qu'est-ce que t'as fait à la machine, Opi ?» Elle est cassée? Pendant les 2 dernières heures de mon service, j'ai apprécié le luxe de n'avoir à me concentrer que sur l'une de mes lignes de production et les bruits béats de notre bon ami en train de se faire royalement engueuler par son patron, alors que toute une équipe d'ingénieurs tentait maintenant de sauver la machine. Lorsque j'ai pris congé, la machine était toujours en ruine. L'opérateur de la machine qui passe beaucoup de temps avec m'appelle pour un potentiel problème à cause d'un bruit et me demande de vérifier.
Je vais ignorer l'avis de cette personne. Après tout, je sors d'une grande école et je suis ingénieur. Je sais mieux que tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.